Mesdames et messieurs, bonsoir. Partout dans le pays, quand on va à l'hôpital, on doit recevoir des soins de qualité et dans de bonnes conditions. Ainsi pourrait-on résumer la vision du gouvernement dans le névralgique domaine de la santé. Pour y arriver, le secteur subit d'importantes réformes depuis 8 ans et sans répit à l'instar d'autres domaines. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Quels sont les impacts des différentes actions sur la santé des Béninois? Et surtout, que reste-t-il à faire? Ces interrogations trouveront de réponses au cours de cette émission spéciale consacrée à l'exécution du programme d'action du gouvernement dans le secteur sanitaire. Et qui mieux que le patron de ce secteur pour en parler? Voilà pourquoi nous recevons pour vous professeur Benjamin Rompati, ministre de la Santé. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Gandio. Merci d'avoir accepté de faire cet exercice de reddition de comptes. C'est un devoir. Cet entretien, je le conduis, mesdames et messieurs, avec ma consoeur de E-Télé, Angèle Toboula. Angèle, bonjour. Bonjour, Christian Ganjo, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour, madame Toboula. Nos échanges, monsieur le ministre, vont s'articuler autour de 5 grands points. La gouvernance globale du secteur que vous dirigez, les infrastructures et équipements, les ressources humaines, la santé communautaire, puis la qualité de l'offre de soins ainsi que son accessibilité. On démarre déjà avec la gestion globale de la santé des Béninois. Monsieur le ministre, difficile de parler de la gouvernance au niveau du secteur de la santé aujourd'hui sans jeter un regard sur le passé. Dites-nous quel était l'état des lieux en 2016. La santé, pour en parler, il faut la voir sous 2 angles. La santé au niveau du secteur public et du secteur privé, parce que la moitié des populations sont soignées par le secteur public et l'autre moitié par le secteur privé. Au niveau du secteur public, avant 2016, il existait une véritable pagaille. La population n'avait pas accès aux soins de santé de manière continue en raison de grèves intempestives qui empêchaient même des femmes enceintes de pouvoir aller accoucher accompagnées par des agents de santé qualifiés. C'est pour ça que, dès 2016, le gouvernement a entrepris de profondes réformes qui ont permis de limiter ou bien d'enrayer, contrairement au passé, ces grèves. En effet, un dialogue social constructif et permanent a été instauré par le gouvernement avec les partenaires sociaux. Et de plus, dans ce dialogue, à travers ce dialogue, l'ensemble, quasiment la totalité des revendications qui faisaient l'objet de ces grèves a été soldée, disons résolue totalement. De notre point de vue, dans le secteur public, il faut voir également les questions d'accès aux soins de chirurgie. C'était également un problème. Et c'est pour ça que depuis 2016, le gouvernement a mis en place un programme pour que nous puissions mener des campagnes intensives de chirurgie foraine accompagnées par les partenaires techniques et financiers privés au niveau local. Ce qui a permis donc de faire en sorte que des populations qui ne pouvaient jamais avoir accès à des soins de chirurgie, notamment des soins de chirurgie de cataracte, ont pu avoir accès à ces soins. C'est près de 9000 de nos compatriotes qui ont pu en bénéficier. Et de l'autre côté, il y a des soins spécifiques qui n'existaient pas dans le pays. Pas du tout. On n'aurait pu jamais penser qu'on allait opérer à cœur ouvert, mais aujourd'hui, c'est le cas au Bénin. Et évidemment, nous avons un peu le côté, disons, social. Comme vous le savez, il y avait des mesures de gratuité qui existaient avant 2016, notamment en ce qui concerne le paludisme et la césarienne. Après 2016, le gouvernement non seulement a mis en place un dispositif pour que l'assurance maladie devienne une réalité, mais a intensifié ces programmes pour permettre aux populations d'avoir des soins. Depuis 2016, c'est près de 22 milliards que nous avons investis pour pouvoir faire en sorte que nos populations qui souffrent de paludisme, de césarienne et d'autres affections nécessitant cette prise en charge puissent l'avoir. Dans le secteur privé, excusez-moi du peu, mais il régnait une véritable anarchie. Des infrastructures totalement insalubres, tenues par des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une institution de formation en sciences de la santé, étaient présents et donnaient la mort à ciel ouvert.
Et conscient du fait que ce désastre ne pouvait pas continuer, le gouvernement a entrepris donc une lutte implacable pour fermer ces structures de santé totalement illégales et déférer devant les juridictions compétentes les auteurs qui les cautionnaient ou les ouvraient. Aujourd'hui, le secteur privé est quasiment totalement assaini, mais c'est une lutte permanente que nous continuons de mener. Donc voilà un peu le panorama de ce qu'il y avait en 2016 et les actions qui ont été entreprises par le gouvernement pour faire en sorte que les populations puissent avoir justement la disponibilité de soins, mais surtout la disponibilité de soins de qualité. Alors, vous avez parlé de pagaille pour désigner ce qui se faisait dans le secteur public, d'anarchie pour ce qui concerne le privé. Quelles sont ces balises-là que vous mettez surtout en place pour qu'on ne retombe pas dans des travers? Parce que, vous l'avez dit, lorsqu'il y a des mesures qui sont prises, il y a toujours des gens qui essayent de contourner. La première chose et la plus importante, c'est que l'ensemble des réformes du secteur de la santé ont été bâties sur un socle solide, c'est-à-dire des dispositions législatives et réglementaires qui permettent que n'importe quel quidam ne vienne pour remettre en cause totalement l'ordre établi. La deuxième chose fondamentale, c'est que nous avons mis en place derrière. Vous savez, l'être humain, il a besoin un peu d'être surveillé. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place un dispositif, notamment à travers la cellule de contrôle et d'inspection des structures de santé, qui couvre aussi bien le secteur public que le secteur privé, pour s'assurer qu'au quotidien, ces travers ne reviennent pas dans le secteur. Et comme je l'ai dit tantôt, un dialogue constructif et permanent est établi avec les partenaires sociaux. Parlons justement de ce dialogue et cet encadrement de la grève surtout. Il y a certains qui estiment qu'avec l'absence de la grève, vous mettez la pression sur le travailleur, que certains agents pourraient être amenés à travailler sans motivation comme cela se doit. Quelle lecture vous faites de cette réaction? Pas du tout. En dehors de ce dialogue constructif que nous avons mis en place, nous avons mis en place un cadre pour motiver plus les agents. Je prends l'exemple simple. Quand vous quittez votre maison, vous venez à l'hôpital, l'État a fait en sorte qu'on puisse déterminer à peu près pour un médecin qui va consulter, combien de malades vous pouvez consulter vraiment de façon raisonnable entre 8h et 17h. Et on a essayé d'imaginer ça. Et on a mis en place une motivation pour que, si vous dépassez ce quota de patients que vous devez pouvoir consulter par jour, par semaine, par mois, qu'on puisse établir une motivation supplémentaire par rapport à ce surplus de travail que vous avez à faire. Et ça concerne également le corps des paramédicaux. Ça, c'est la motivation financière qui est là. Mais en plus de ça, il y a la motivation, la satisfaction morale, notamment décernée à travers des lettres de félicitations, des encouragements, mais également des décorations pour motiver les agents qui sont les plus aguerris, qui donnent le plus de satisfaction pour offrir des soins de qualité aux populations. Donc autant de mécanismes qui sont mis en place pour que le moral reste au top au niveau des agents de santé, que je voudrais féliciter par ailleurs pour tout le travail qu'ils accomplissent pour permettre à nos populations de pouvoir avoir des soins de qualité. Donc ils ont du plaisir maintenant à travailler, dites-vous, Monsieur le ministre? Il y a une bonne partie qui se donne à fond. Mais comme vous le savez, il y a quelques-uns toujours qui essaient de passer dans les mailles. Des brebis galeuses. Voilà, parce que l'accueil aussi passe par là. L'accueil passe par là et c'est un véritable défi que nous avons par rapport aux questions de l'accueil. Vous savez, quand vous venez, vous êtes malade, vous venez dans une structure de santé et que vous êtes mal accueilli, votre état s'enfonce. Et c'est un gros défi que nous avons aujourd'hui pour faire en sorte que l'accueil soit de mise dans nos structures de santé. Et par rapport à ça, avec les plaintes, puisqu'il y a un dispositif pour recueillir des plaintes au niveau du ministère, nous veillons à ce que toutes les plaintes qui s'avèrent réelles puissent avoir la réponse adéquate, c'est-à-dire une sanction proportionnelle à la faute qui a été commise, pour faire en sorte que ces questions d'accueil, de mauvais accueil, ou alors de détournement de malades et autres ne puissent plus continuer à courir.
D'accord. Alors, Monsieur le ministre, on ne saurait parler santé sans évoquer le plateau technique. Cela fait déjà 8 ans que le gouvernement est en place. En 8 ans, qu'est-ce qui a été fait concrètement? En 2016, quand le gouvernement était venu, en matière d'imagerie médicale par exemple, il n'existait pas un seul appareil d'imagerie par résonance magnétique. C'est un appareil qui est indispensable pour pouvoir faire un certain nombre de diagnostics. Et quand vous regardez également le parc de scanners, il y avait un scanner au CNHU qui était assez vétuste et qui ne pouvait faire que ce qu'il pouvait faire. Et c'est pour ça que le gouvernement a identifié très tôt le besoin de doter notre pays d'équipements de pointe en matière d'imagerie médicale. Ainsi, le CNHU-HKM a été doté d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique de pointe, d'une qualité vraiment assez prononcée. Et nous avons également mis en place au CNHU un scanner de haute performance. Il en est de même au niveau du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Et là, actuellement, nous sommes en train déjà de mettre en place des scanners de même performance, de même qualité au niveau du CHD d'Abomey à Goho, au niveau du CHUD Ouémé à Porte-Novo et même un autre scanner au niveau du CNHU. Parce qu'il est évident aujourd'hui que pour les grandes structures, les grands hôpitaux, il nous est apparu nécessaire d'en mettre 2 pour faire en sorte que non seulement il y ait une célérité dans l'offre de services, mais également en cas de panne, qu'on puisse pallier vraiment la coupure de l'offre de services. Donc autant de choses qui se font dans l'imagerie médicale. Les appareils de radiographie, on en a acheté beaucoup, qu'on a mis dans les structures sanitaires. Les équipements de laboratoire, plus de 500 échographes également ont été acquis, multiparamétriques ont été acquis, ont été mis en place au niveau des hôpitaux et des centres de santé. De même, la capacité d'accueil des structures sanitaires, notamment des hôpitaux, a été largement augmentée. Des lits adaptés pour certains services spécifiques ont été acquis et déployés, notamment les services de réanimation. Donc, autant d'investissements qui ont été faits en matière d'équipement au niveau de notre pays. Vous avez parlé du scanner, de l'imagerie également, mais on entend certains compatriotes dire qu'ils sont obligés d'aller par exemple à Lomé pour pouvoir faire certains examens. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation? Est-ce une panne au niveau de ces appareils, au niveau du CNHU ou bien toute autre, une mauvaise gestion? Je prends l'exemple type, c'est à cause de l'IRM en fait. Parce que les scanners que nous avons, les scanners peuvent faire même des scanners au niveau du cœur. Il y a des examens qu'on appelle choroscanners, par exemple. Les scanners que nous avons acquis désormais, ça va jusqu'à faire cet examen. Donc, au niveau des scanners, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'IRM, il y a des équipements complémentaires qu'il faut acquérir pour pouvoir faire les IRM de toutes les parties du corps. Et c'est ces équipements qui sont en cours, justement, qui vont arriver dans quelques jours, qui vont nous permettre de faire en sorte que nos populations ne soient pas obligées encore, avec la présence d'une IRM sur le territoire national, de devoir se déplacer pour pouvoir faire ces examens spécifiques. Je prends l'exemple d'une IRM au niveau des épaules. Ce qu'il faut pour pouvoir le faire n'est pas encore disponible, mais c'est déjà en train d'arriver et c'est une question de jours. Alors, beaucoup d'équipements, Monsieur le ministre, acquis par le gouvernement. Qu'est-ce qui est fait pour maintenir en l'état tous ces matériels? Vous avez posé une question profonde. De tout temps, et ce n'est pas seulement au Bénin, dans beaucoup de pays de la sous-région ouest africaine, les problématiques ne se posent pas sur les acquisitions des équipements. Ça se pose surtout sur le volet de la maintenance. Et vous pouvez être confronté au fait que des fois, des équipements sont achetés et un mois après, on vous dit qu'il y a une panne. Parfois des pannes totalement, de petites pannes, mais que nos ingénieurs, nos techniciens n'arrivent pas à régler et après, il n'y a plus d'offres de services. Et c'est pour ça que le gouvernement a identifié cette problématique comme problématique majeure. Et nous l'avons adressée en créant une agence spécifique, l'Agence nationale de la maintenance hospitalière, qui est dimensionnée à souhait, qui est en train d'avoir les ressources humaines les plus adaptées, qui proviennent de partout dans le monde, et qui puissent justement faire en sorte que les questions de maintenance, aussi bien préventives que curatives lorsqu'il y a une panne, puissent être adressées en temps réel et sur toute l'étendue du territoire national. Donc aujourd'hui, nous pouvons être confortables pour nous dire, nous n'achetons pas des équipements
qui du jour au lendemain vont tomber en panne sans que nous puissions pouvoir les réparer. Alors, Monsieur le ministre, on va évoluer avec la question des ambulances. C'était un vrai cauchemar. Qu'est-ce qui a pu être fait à ce niveau précisément? En 2016, le pacte des ambulances était effectivement assez désuet. Et de 2016 jusqu'à 2022, le gouvernement a déjà investi pour avoir plus d'une cinquantaine d'ambulances qui sont là présentement et qui permettent d'accompagner l'offre de soins. De plus, le gouvernement a lancé l'acquisition de 188 ambulances d'un coup. Et vont nous permettre justement de faire en sorte que les questions de référence et de contre-référence soient adressées de la manière la plus adéquate. Il n'est pas opportun, il n'est pas bien qu'un patient puisse tomber quelque part dans la rue et qu'on le transporte dans des conditions inadéquates. Tout ça peut contribuer justement à l'enfoncer et à l'envoyer vers la mort. C'est pour ça que le gouvernement a pris à cœur cette préoccupation et justement a reformé totalement le service d'aide médicale d'urgence, le SAMU, qui va être la pièce maîtresse pour coordonner l'ensemble du dispositif autour des ambulances et donc couvrir l'ensemble du territoire avec ces ambulances. C'est du jamais vu dans notre pays une acquisition d'autant d'ambulances d'un coup avec derrière une réponse adaptée en matière d'offres de soins de référence et de contre-référence. On imagine donc qu'avec ce chiffre que vous avancez, pratiquement tous les centres de santé seront couverts parce qu'il y a beaucoup de plaintes à ce niveau. Absolument. Tous les centres de santé seront couverts, non seulement ça, mais nous avons pu aller plus loin. Vous savez, des fois, vous voulez quitter un endroit X pour aller à un endroit Y et vous allez mettre peut-être, pour parcourir 15 km, vous allez mettre 1 heure de temps, 2 heures, parce que l'état de la voie n'est pas bonne. Le gouvernement adresse la question de la voie, mais nous avons également anticipé pour nous dire que désormais, nous allons pouvoir positionner des ambulances au regard du nombre que nous avons sur ces centres également qui ont une desserte difficile vers les structures de référence pour que le délai de référence soit le plus court possible. Si vous devez faire l'aller-retour, on va quitter un centre pour aller d'abord vers le centre où on doit référer et maintenant faire le retour, vous comprenez aisément que la durée va être impactée et ça va également impacter de fait le pronostic du malade. Est-ce qu'il y a également des discussions avec votre collègue du cadre de vie par rapport à certaines rues à revoir, peut-être selon l'emplacement ou la situation d'un hôpital névralgique de cette commune-là, par exemple? Ça, c'est au quotidien. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a de cela une dizaine d'années, j'étais à la Tangueta et il y avait un cas qui était à Bokoumbe. Et quand vous prenez cette piste-là, c'était des escaliers, des escaliers. Imaginez une femme qui est en train de saigner sur cette piste, même dans une ambulance. Quand l'ambulance a des secousses là, c'est le sang qui gicle. Aujourd'hui, vous voyez la bretelle. C'est une très belle route qui est là et qui fait que des femmes de ce type peuvent être référées sans aucun problème. Il en est de même aujourd'hui avec le programme du gouvernement, avec l'asphaltage, avec l'entretien des pistes rurales et consorts, qui contribue justement à faire en sorte que, au niveau du système de santé, nous puissions travailler vraiment avec l'esprit apaisé par rapport justement aux questions de transport de nos patients. Abordons maintenant la question des infrastructures, Monsieur le ministre, les infrastructures qui constituent un gros volet en la matière. On a l'impression que depuis des décennies, on n'a pratiquement rien fait à ce niveau dans la santé, Monsieur le ministre. Le Bénin est l'un des pays qui a le maillage le plus important en matière d'infrastructures sanitaires. Vous savez, chaque niveau de la pyramide sanitaire a un paquet de soins précis à donner et c'est en fonction de ça qu'on y met les équipements nécessaires. Mais au-delà de ça, avec le travail que la cellule de contrôle et d'inspection a à faire sur l'ensemble du territoire, nous avons commencé déjà à faire l'adressage des questions de salubrité. Et la deuxième chose, la question de l'élimination des déchets, parce que vous avez des trucs obsolètes qui sont là, qu'il faut éliminer. Et ça en comprend nous avons adressé ces questions-là. Mais aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un programme pour faire en sorte que nous puissions soit réhabiliter ou reconstruire ces centres-là qui sont dans un état parfois pas du tout agréable à voir. Et justement, ce programme a commencé, comme vous avez pu le constater,
lors des conseils des ministres de l'année 2023 et 2024, nous avons pu passer un certain nombre de communications qui ont annoncé les couleurs pour que le programme de réhabilitation démarre effectivement. Mais au-delà de ça, depuis 2016, il y a près d'une cinquantaine de structures sanitaires qui ont bénéficié de réhabilitation ou de reconstruction. Faites un tour au centre des Inviers. Pour ceux qui le connaissaient avant, allez voir un peu ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Allez à Djaouérémé peut-être, ou bien dans d'autres localités, où aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Vous avez des centres de santé qui étaient là, s'enfonçant dans le sol, même risquant de s'effondrer sur les agents. Nous avons pris à cœur ce problème et nous sommes en train de reconstruire systématiquement un bon nombre de ces centres actuellement. Donc, soyez rassurés, le visage des infrastructures sanitaires est en train de changer et va continuer à changer dans les mois et les années à venir. Mais au-delà de ça, nous avons lancé également la construction de plusieurs autres infrastructures. Je prends l'exemple de l'hôpital psychiatrique du CHU psychiatrique qui est à Lada. Jamais de mois du Béninois, vous n'avez eu un hôpital de cette envergure-là au Bénin pour s'occuper de nos compatriotes qui souffrent de problèmes mentaux. Vous avez fait un tour à Diako, vous voyez l'état dans lequel Diako est. Le gouvernement a décidé de mettre en place quelque chose de solide pour faire en sorte que le Béninois qui tombe malade aille dans des structures qui dénotent de la qualité, de l'ambition que le gouvernement a aujourd'hui pour faire en sorte que chacun de nous ait accès à des soins de qualité. Soyez rassurés, centres de santé, hôpitaux de zone, centres hospitaliers départementaux et centres hospitaliers universitaires bénéficient tous d'une attention particulière. Mais on ne peut pas tout régler. Tout ce qu'il y a eu pendant ces soixantaines d'années, on ne peut pas tout régler d'un coup de baguette magique en quelques jours, en quelques mois, en quelques années. C'est progressivement que nous allons le faire et vraiment nous sommes à pied d'œuvre du gouvernement pour le faire. Et justement, ce qui donne espoir aux Béninois, c'est le CHIC, le Centre hospitalier international de Calavi, qui est en construction. Avant qu'on évolue, je vais nous proposer de suivre cet élément réalisé par la rédaction. Le CHIC, Centre hospitalier international de Calavi, un hôpital de classe mondiale au cœur de la commune la plus peuplée du Bénin, Abomi-Calavi. Hectares, 436 lits, des équipements à la fine pointe, une conception clinique centrée sur le patient et un cadre de soins agréable et apaisant. Le CHIC, c'est une dizaine de spécialités dont la curithérapie et la médecine nucléaire, avec une offre de soins très diversifiée. Si les fruits tiennent la promesse des fleurs, ce centre de référence marquerait à jamais l'esprit des Béninois. Le gouvernement du président Patrice Talon
veut siffler la fin des évacuations sanitaires à l'étranger en élevant le standard de soins à un niveau irréprochable. Les portes du Chic, centre hospitalier international de Calavi, s'ouvrent bientôt pour le bonheur des patients du Bénin, de la sous-région et du monde. Le chic, c'est chic. Le chic, c'est ici. Voilà, Monsieur le ministre, on vient de suivre cet élément. Ce qui intéresse les Béninois, c'est de savoir quand est-ce qu'on l'inaugure. Le chic, c'est déjà une fierté. C'est une fierté. Quand on voit ça dans la chair de poule, on se dit, mais où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est vraiment au Bénin? Ou on est ailleurs? Oui, je peux dire aux Béninois que nous sommes vraiment au Bénin. Et ça, je voudrais saluer le leadership du chef de l'État qui a vraiment souhaité et qui s'est engagé personnellement pour que nous puissions avoir ce joyau-là. On a la chair de poule quand on voit ça. Et je voudrais pouvoir dire aux Béninois également que d'ici la fin de cette année 2024, effectivement, le chic sera mis en service. Le temps de faire les réglages, de mettre les ressources humaines en place et on pourra effectivement démarrer l'offre des soins dans cet hôpital de référence qui n'est pas seulement pour les Béninois, mais également pour les autres populations de la sous-région et même au-delà de ça, dans le monde entier, parce que ce qui est dans le chic là, vous allez dans certains hôpitaux, au niveau international, vous n'allez pas trouver ça. Ah, d'accord, on prend rendez-vous. Alors, avec le chic, que devient le CNHU, se demandent certains. Le CNHU est toujours là. Nous avons ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Et cette pyramide sanitaire est organisée du niveau périphérique avec les centres de santé, les hôpitaux de zone qui sont les premiers niveaux de référence, les centres hospitaliers départementaux qui sont juste après ça, et puis les CHU, notamment le CNHU. Donc, au niveau du chic, ce n'est pas le tout venant qui va venir. Quand on respecte la pyramide sanitaire, c'est ceux qui ont besoin de soins spécifiques au niveau du chic, parce qu'ils ont dépassé les niveaux de compétences qui sont au niveau de ces structures, qui vont y accéder suivant vraiment un circuit bien déterminé. Donc le CNHU sera là, va continuer à offrir les services également, et puis quand le plateau technique du CNHU sera dépassé, le chic sera sollicité. Avant, quand c'était dépassé, on prenait l'avion, on allait vers l'extérieur. Maintenant, c'est terminé. Le chic va ouvrir ses portes donc bientôt. Le personnel qui va y travailler, qu'est-ce qui est fait en ce moment? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait? Nous sommes dans la dynamique. Actuellement, nous sommes à plein dedans, nous sommes à fond dedans depuis quelques mois. Et le processus de recrutement de ces ressources humaines a commencé. Et les appels à candidature sont lancés. Et donc, partout dans le monde, que ce soit au Bénin ou ailleurs, ceux qui ont envie et qui ont les compétences nécessaires, qui ont envie de venir travailler au chic, ils vont pouvoir postuler et nous allons sélectionner justement ces ressources humaines de qualité qui vont permettre vraiment de pouvoir prester dans cette infrastructure de référence. Et on reste sur les ressources humaines justement, Monsieur le ministre. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? En 2016, vous savez, l'état des lieux en matière de ressources humaines laissait vraiment à désirer. Quand vous parcourez le pays, vous aviez plusieurs structures de santé qui ne disposaient pas des ressources humaines, aussi bien en médecins, en infirmiers qu'en sages-femmes, qui permettent de donner des soins adaptés par le personnel indiqué. Et c'est pour ça que nous avons, depuis 2016, lancé vraiment un vaste programme sur les ressources humaines. Et ainsi, donc, depuis 2016, c'est près de 2800 agents de santé qui ont déjà été recrutés, dont près de 500 médecins, 1000 infirmiers et près de 500 sages-femmes qui sont déjà déployés. Ils sont déployés
sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule maternité du pays qui ne dispose pas d'une sage-femme, la grande majorité des cas, ou tout au moins d'une infirmière qui ait toutes les qualifications requises pour pouvoir accoucher les femmes. La cerise sur le gâteau, dans notre pyramide sanitaire, les centres de santé d'arrondissement n'étaient pas destinés forcément à avoir des médecins. Ça se limitait aux communes habituellement. Aujourd'hui, il y a 113 centres de santé d'arrondissement qui ont été totalement médicalisés. Parce qu'on s'est dit que pourquoi est-ce que la population de X ou Y n'aurait pas une chance de pouvoir se faire soigner par des médecins un jour? Donc, c'est ce maillage que nous sommes en train de faire. Et ce n'est pas terminé. Le gouvernement a lancé tout dernièrement, vous avez au Conseil des ministres, un recrutement de près de 800 agents pour 2024 et 2025. Donc avec ça, nous avons vraiment le maillage le plus efficient, le plus possible du système de santé. En 2016, nous étions à une densité de 5 agents de santé qualifiés. Quand je parle d'agents qualifiés, c'est essentiellement les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, pour 10 000 habitants. La norme de l'OMS, c'est d'avoir 25 agents de santé et soignants qualifiés pour 25 000 habitants. On était très loin de cette norme-là. Aujourd'hui, avec les recrutements que nous avons eu à faire, nous sommes passés à 12. Nous sommes passés déjà à 12. Et les perspectives qui s'annoncent sont également bonnes pour que nous puissions tendre justement vers cette norme de l'OMS pour pouvoir vraiment mailler de façon correcte le territoire et faire en sorte que l'ensemble de notre population puisse avoir les soins de qualité qu'il faut, qui sont justement octroyés, donnés par le personnel indiqué et adapté. De mémoire d'acteur de la santé, professeur Benjamin Mkwati, avez-vous connaissance de recrutement aussi massif dans ce secteur de par le passé? Jamais. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et pouvoir recruter, vous savez, la première vague que nous avons faite, c'est près de 1500 agents que nous avons recrutés d'un seul coup comme ça pour le secteur de la santé. Il n'y a jamais eu ça de mémoire de Béninois. Et là, aujourd'hui, le niveau que nous atteignons aujourd'hui, ou que nous allons atteindre d'ici 2026, c'est extraordinaire. Ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est dire que cette question tellement sensible a été adressée avec l'attention requise par le gouvernement. Parce que la question de santé, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Et le gouvernement est tout à fait conscient de ça et en fait a fait en sorte que nous puissions l'adresser de la façon la plus efficiente que soit. Et l'autre grande avancée, Monsieur le Ministre, je vais dire à impact social, c'est bien évidemment l'organisation depuis 2021 des missions de chirurgie cardiaque dans notre pays. Expliquez-nous un peu les mérites de cette politique du gouvernement qui porte un volet développement de pôles de compétences. Depuis les années 60, où la première chirurgie à cœur ouvert a été faite, on se demandait à quand le tour du Bénin. Et pendant des années, nous sommes restés là, on n'a pu jamais le faire. Et puis le gouvernement s'est dit, mais pourquoi nos compatriotes qui ont des pathologies aussi lourdes, qui risquent de les emporter, ne pourraient pas en bénéficier sur le territoire au lieu de se faire chaque fois évacuer? Et c'est ce qui a sous-tendu justement cette dynamique que nous sommes en train d'impulser pour créer un certain nombre de pôles de compétences spécifiques, notamment en matière de chirurgie cardiaque. Ainsi donc, nous avons mis aux normes le plateau technique du CNHU, parce que pour faire ce genre d'intervention qui est quand même assez lourd, il faut avoir le plateau technique qu'il faut. Nous avons mis aux normes le CNHU complètement et nous avons bénéficié justement de l'accompagnement des ressources humaines d'experts internationaux pour renforcer les ressources humaines au niveau local. Et aujourd'hui, nous avons déjà soigné une bonne centaine de nos compatriotes qui ont été guéris grâce à ces interventions. Et nous sommes en train de mettre en place une dynamique pour faire en sorte que nos ressources humaines puissent être totalement autonomes et puissent poursuivre justement ce qui est en cours. Et c'est pour ça qu'il y a un gros programme de formation qui est derrière, de renforcement de compétences qui est derrière, et ils le font aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur, dans des pays, dans d'autres pays à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons plusieurs de nos compatriotes médecins ou paramédicaux qui sont en stage actuellement ailleurs pour pouvoir avoir le renforcement de compétences nécessaires et venir servir notre pays. Le gouvernement a pris en charge totalement les interventions de chirurgie cardiaque. Et nos compatriotes médecins paramédicaux qui sont actuellement en stage sont pris en charge également entièrement par le gouvernement.
Comment sélectionnez-vous les Béninois qui bénéficient de ces missions-là? Déjà, nous avons réorganisé avec les spécialistes, notamment les cardiologues par exemple, nous avons regardé le maillage du territoire. Et partout dans le pays, les cardiologues identifient justement les patients, leurs patients justement qui posent ces problèmes-là. Donc, ils font les explorations, ils posent le diagnostic et lorsque la mission s'annonce, ils les envoient vers Cotonou. Ces patients arrivent et sont hébergés justement, ils sont accueillis au CNHU où les experts qui viennent les réexaminent, font le point pour savoir s'ils peuvent effectivement bénéficier justement des interventions requises. Et donc, c'est vraiment l'ensemble du territoire, toutes les populations, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur couche, qui bénéficient justement de cet accompagnement. Nous espérons qu'il y a une politique pour les ramener au bercail une fois la formation terminée, parce qu'il y a des débouchages après. Absolument. Non, non, non. Vous savez, ce n'est plus du tout facile aujourd'hui de faire ça. Il y a une loi qui réglemente ça et d'autre part, il y a des accords que nous avons signés avec les hôpitaux dans lesquels ils sont pour veiller à ce que, dès qu'ils finissent de faire la formation, ils puissent rentrer au pays pour continuer le service. Dans tous les cas de figure, la dynamique qui est en cours, ils sont là-bas. Même lorsqu'il y a des missions de chirurgie cardiaque au Bénin, ils viennent ponctuellement, ils sont libérés, ils viennent pour participer aux missions de chirurgie cardiaque au Bénin et repartent pour continuer leur stage. Donc vraiment, c'est toute une dynamique qui est mise en place pour faire en sorte que nous puissions aller de l'avant dans un certain domaine de compétences. D'accord. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour assurer une prise en charge de qualité aux populations, mais faudrait-il aussi que celles-ci comprennent les mesures à prendre pour prévenir la maladie, par exemple. C'est tout l'intérêt de la nouvelle politique de santé communautaire. De quoi s'agit-il concrètement? Un début de réponse dans cet élément que nous allons suivre. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir que je reviens encore une fois fouler la terre sacrée de Niki. Sur ces lieux, il y a moins d'un an, le ministre de la Santé déclenchait une nouvelle politique de l'État, la mise en œuvre d'une autre vision de la gestion des soins de santé primaires. 37 agents de santé communautaire et 1500 relais communautaires sont déployés pour un dispositif permanent d'alerte. Je pense que la visite de terrain que nous avons eu à faire ce jour, dans la communauté, dans un domicile, où nous avons pu échanger à bâton rompu avec des bénéficiaires de vos services, nous ont véritablement enchantés et nous donnent l'espoir que nous ne sommes pas trompés. Ni le chef de l'État, le président Patrice Talon, ni l'ensemble de son gouvernement, ni l'ensemble des partenaires techniques financiers, en premier l'UNICEF, qui a été le premier organisme, le premier partenaire à croire véritablement en cette initiative et à accompagner de bout en bout ce qui se passe aujourd'hui à Niki et dans les 5 autres communes de la phase pilote. Les communautés de Niki, Kalale, Banikwara, Bembereke, Sinandé et Malanville, sélectionnées pour la phase pilote, se montrent fiers d'appartenir au Bénin d'aujourd'hui. Notre travail consiste à sensibiliser, ménage par ménage, personne par personne dans le ménage, pour pouvoir prévenir les maladies. C'est un choix audacieux et ambitieux que d'offrir de façon spontanée un paquet de soins préventifs, promotionnels et curatifs de qualité à chaque ménage. Intéressé, l'UNICEF en fait aujourd'hui une priorité de son programme de coopération. Nous avons donné au total 1705 vélos pour renforcer le déplacement et la mobilité de nos relais communautaires. Nous sommes aujourd'hui, au niveau global, confrontés à des enjeux complexes allant de l'accès aux soins de santé pour tous à la lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles et bâtir un avenir où chaque citoyen, chaque fille, chaque garçon a accès à des soins de santé et à une vie saine, et ce, grâce à notre politique de santé communautaire, à une forte contribution des relais communautaires et des ICQ. L'homme, au centre du processus de développement, en voici une preuve. Retour donc sur ce plateau, Monsieur le ministre. Pourquoi avoir initié une telle politique, une politique de santé communautaire? La politique de santé communautaire qui est mise en œuvre par le Bénin est une innovation majeure qui est scrutée vraiment à la loupe par
l'ensemble des partenaires dans le monde entier, les autres pays également, parce que c'est vraiment innovant ce que nous sommes en train de faire. Les problèmes de santé, il faut voir le volet prévention en priorité. Et pour parler de prévention, il faudrait que les populations puissent non seulement avoir les informations adaptées, mais également adopter les comportements les plus indiqués. Nous avons mis en place un système qui est construit de sorte que nous puissions avoir un relais communautaire qui couvre environ 200 ménages. Et ce relais communautaire a à charge de passer de façon hebdomadaire, visiter les ménages de sa grappe. Et l'ensemble des relais communautaires qui sont dans une aire, environ 40 à 60 relais communautaires, sont couverts par un agent de santé communautaire qualifié qui est un infirmier qui les supervise. Et tout ça, c'est digitalisé. Donc, lorsqu'il y a un relais communautaire qui est là avec vous chaque semaine, qui voit les enfants, qui vérifie que la femme enceinte a pu effectivement se rendre à l'hôpital, au centre de santé, pour pouvoir faire sa consultation, que l'enfant qui doit être vacciné a été effectivement aux soins, que l'enfant ne chauffe pas. Parce que vous savez ce qui se passait avant. Les enfants chauffent, on leur fait plein de choses bizarres à la maison, et le paludisme est là, leur globule rouge se casse. Et après, ils viennent à l'hôpital, ils sont blancs comme ma chemise. Pour mourir, il n'y a plus de sang, ils viennent mourir bêtement. Aujourd'hui, avec cette politique-là, plus aucun enfant n'aura de retard, de recours au service de santé. Parce que le relais est là, dès qu'il constate qu'il y a un problème de santé, il interroge ou bien il vérifie la température, il constate, il appelle aussitôt et il réfère l'enfant si le traitement ne peut pas être institué déjà à domicile par l'agent de santé communautaire qualifié. Donc vous comprenez qu'avec ça, même l'environnement, l'assainissement du milieu est de mise. Il accompagne les familles pour également faire ça. Avec ça, je vous assure, c'est la prévention de la plupart des problèmes de santé que nous avons. Et nous allons également améliorer la fréquentation lorsque cela est indiqué par les populations. C'est vraiment innovant, c'est vraiment majeur et ça va changer totalement la donne en matière de santé au niveau de notre pays. Parce que, comme on le dit si bien, il vaut mieux prévenir que guérir. Et là, nous avons la maîtresse vraiment pour prévenir. La communauté à la basette et les zones urbaines. Alors, les zones urbaines, il faut les voir de deux points de vue. Quand vous prenez Cotonou, par exemple, ce n'est pas aisé que les communautés puissent avoir cette pénétrance dans les maisons. Vous êtes à Cotonou probablement, et ce n'est pas la même chose. Donc, au niveau des zones urbaines, Porto-Novo, Cotonou, c'est une approche différenciée. Okay. C'est des agents de santé communautaire qualifiés, c'est-à-dire les infirmiers qualifiés, qui, eux, feront office de ça et passeront dans les ménages, justement, dans les maisons, pour adresser la question. Donc, en fonction des milieux, nous avons adressé cette question communautaire avec une approche légèrement différenciée. Alors, est-ce que vous avez des retours du terrain? Est-ce qu'il n'y a pas des résistances de certaines familles? J'étais sur le terrain dernièrement avec la plainte de l'UNICEF. Nous étions dans les 6 premières communes qui ont été adressées dans le nord du pays, à Banikwara, justement, à Kandi, à Segbana et autres. Dans la Liborie. Dans la Liborie. Et nous avons pu mesurer sur le terrain, de visu, toucher du doigt cette réalité et mesurer tout l'impact que ça a. Je vous assure que c'est extraordinaire. Et ça change totalement la donne. Là, maintenant, nous avons déjà 4 autres communes, notamment Calavi, Soava, Abomey et Agbanizon, qui ont également démarré. Donc, c'est près de 10 communes qui sont déjà dans la dynamique, avec 3000 relais communautaires qui sont déployés et 82 agents de santé communautaire qualifiés également qui sont déployés. Et nous sommes dans une dynamique où, d'ici la fin de l'année 2024, c'est près de 12 500 relais communautaires et agents de santé communautaire qualifiés qui vont être déployés pour couvrir l'ensemble du territoire. Et comme ça, nous allons assurer l'équité dans l'offre de ce service. Et cette activité est réservée exclusivement au paludisme ou bien il y a d'autres informations ou d'autres problèmes sanitaires, affections voilà, qui sont évoqués? C'est là toute l'innovation. Avant, il y avait des relais communautaires palud, des relais communautaires lèpre, des relais communautaires poliomyélite, des relais communautaires X ou Y qui étaient dans leurs occupations quotidiennes, qui n'adressaient pas vraiment les questions. Aujourd'hui, le cahier de charge du relais communautaire est intégré. Il y a un paquet d'activités qui passe de la vaccination, du VIH, de la tuberculose, du paludisme, de la santé de la mère et de l'enfant. C'est un paquet intégré qui, là,
dans son cahier de charge et c'est ça qu'il adresse quand il rentre dans un ménage. Donc, c'est toute l'innovation qu'il y a autour de cette question. Et évidemment, nous avons été parmi les pays à mettre une rémunération conséquente par rapport à ça, aussi bien pour les relais communautaires que pour les agences de communauté qualifiées. Donc, vraiment, c'est une innovation majeure. Cerise sur le gâteau, le gouvernement fait en sorte que dans 7 ans, les communes deviennent totalement autonomes pour gérer totalement, justement, ces relais communautaires. Le gouvernement se retire progressivement, le nouveau va se retirer progressivement. Et d'ici 7 ans, c'est les communes qui vont vraiment avoir la charge de la gestion complète de ces relais communautaires. L'objectif à terme serait-il une totale autonomie des citoyens? Absolument. Christian Gandia, si vous le permettez, on va évoluer et aborder la question de la qualité des soins dans nos structures de santé. Mais bien avant cela, avant d'aller dans les détails, je vous prie, Monsieur le ministre, de suivre avec nous ce micro-trottoir. Il y a un engouement à vous prendre en charge rapidement et vous êtes soulagé. Vous êtes soulagé. Bon, et quand vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller vers le médecin qui traite et qui vous reçoit et vous réexplique la situation. Bon, actuellement, moi j'ai eu quelques soucis. J'ai eu à faire des examens, j'ai eu à rencontrer des spécialistes, mais sincèrement, il y a la connaissance et la compétence maintenant. Ça dit que la connaissance et la compétence s'exercent effectivement. C'est par rapport à hier que je dis ça. Parce qu'il y avait également la compétence hier. Seulement, il n'y avait pas de disponibilité des prestataires. C'est mieux organisé. Commençant par la caisse centrale, parce que généralement, il faut commencer par la caisse, il faut aller au laboratoire, au service de prélèvement. Bon, mais dans ces services-là, j'ai remarqué que on n'est pas déçu. Les gens s'empressent quand même pour bien vous servir. Ma remarque particulière, je ne sais pas si c'est par rapport au nombre d'usagers. Pour certains examens, le rendez-vous se donne dans une date très très lointaine, alors que le malade est là souffrant et a besoin d'être examiné le plus rapidement possible afin qu'on puisse prendre ses soins en charge. Sur le plan propriété, il faut avouer qu'il y a une nette amélioration. Le centre est bien propre actuellement par rapport aux années antérieures. Et en ce qui concerne l'accueil, ce n'est pas encore ça, mais c'est bon, c'est mieux. Ce n'est pas encore ça. Seulement qu'il y a un changement et on souhaite qu'il y ait plus de changements. Sinon, nous pouvons déjà nous estimer un peu heureux comparativement aux années antérieures. Voilà, Monsieur le ministre, des citoyens qui constatent et valident pratiquement les efforts dans ce sous-secteur de la santé. De quoi fouetter quelque peu votre ego? C'est très encourageant que les usagers de nos services de santé puissent positivement apprécier les efforts qui sont entrepris par le gouvernement pour vraiment faire en sorte que les choses changent. Et les choses changent effectivement, même s'il y a encore des efforts à faire. Et c'est pour ça justement que derrière tout ce qui est dit peut-être là, tout ce qui est fait, nous avons une veille quotidienne en mettant en place également des dispositifs pour recueillir les plaintes de ces usagers et les adresser vraiment de façon proactive. Il y a le numéro du ministère de la Santé, le 91 44 44 44 qui est là, c'est le numéro WhatsApp par lequel les usagers souvent posent des problèmes par rapport et qui sont adressés séance tenante en même temps dès que les plaintes viennent. Il y a également les dispositifs internes d'écoute au niveau des structures qui existent également et qui permettent justement d'adresser ces questions. Et nous avons également, comme l'a souligné quelqu'un, veillé à ce que lorsque les populations tombent malades et viennent à l'hôpital,
qu'elles puissent y trouver les soignants. Et c'est pour ça qu'en 2018, le gouvernement a mis en place une réforme majeure pour faire en sorte qu'on puisse déterminer qui est dans le public et qui est dans le privé. Aujourd'hui, je pense que les populations saluent ça positivement et je ne peux que me réjouir de cela. Alors, Monsieur le ministre qui parle de soins, parle aussi de la question de coûts. Qu'est-ce qui est fait pour alléger un peu la charge aux citoyens? Alléger la charge, il faut le voir sous deux angles. Le premier angle, c'est que vous êtes malade, vous venez à l'hôpital, il vous faut des soins d'urgence. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un dispositif pour faire en sorte que, par exemple, à la réanimation du CNHU et au niveau du CHU de Borgou, qu'on puisse faire les soins au niveau des urgences et après entrer justement dans les remboursements. Cela ne se fait pas sans mal. Il y a des problèmes, les gens ne veulent pas rembourser, parfois de très mauvaise foi, mais nous sommes en train de faire en sorte qu'on puisse maintenir la dynamique parce que c'est important de pouvoir octroyer les soins avec ce qu'il faut lorsque les soignants en ont besoin. C'est fondamental. Mais derrière le socle sur lequel demain ça va se construire, ou c'est en train de se construire, c'est l'assurance maladie. Et comme vous le savez, dans la loi portant protection de la santé des personnes, toute personne résidant sur le territoire béninois a l'obligation de souscrire à une assurance maladie. Et les employeurs sont tenus de le faire pour leurs employés. Déjà, le gouvernement a commencé avec les privilégiés de l'État, les personnes qui sont vraiment dans un état où ils n'arrivent pas vraiment à satisfaire leurs besoins de santé, même d'alimentation. Nous avons commencé ça avec la distribution des cartes, un panier de soins qui est assez achalandé, qui adresse non seulement les questions d'urgence, mais les affections les plus courantes dont souffre notre population. Et donc, c'est ça le soubassement le plus solide sur lequel nous allons pouvoir adresser ce volet très important de la couverture sanitaire universelle, parce que l'accès financier aux soins de santé, c'est un volet majeur des trois piliers de la couverture sanitaire universelle. Donc, nous sommes déjà à petit d'œuvre par rapport à ça. Et demain, c'est faire en sorte que tous les Béninois soient assurés effectivement, quand ils vont au niveau des centres de santé, qu'ils puissent, avec leur carte, bénéficier des soins sans se casser la tête et que les soignants puissent être amenés à soigner également sans s'interroger sur comment est-ce que les patients pourront vraiment payer ces soins, comment ils vont pouvoir avoir les intrants qu'il leur faut, les médicaments qu'il leur faut pour pouvoir soigner les patients. Donc, c'est là vraiment le socle sur lequel nous allons adresser cette question liée au financement de la santé par les populations. Aujourd'hui, on peut dire que les privilégiés, c'est déjà un acquis. Les autres, vous avez dit, c'est en cours. C'est obligatoire, Monsieur le ministre, mais dans les faits, où en sommes-nous? On a pris le décret d'application de la loi déjà, qui définit vraiment comment ça va se structurer, qui en bénéficie, de quelle manière, combien d'enfants doivent être pris en charge par l'employeur pour son employé, ainsi de suite. On a déjà tout encadré. Aujourd'hui, nous sommes sur la droite ligne pour que le gestionnaire de l'assurance maladie pour l'État. Nous avons déjà rencontré les assureurs privés également pour faire en sorte que ça puisse démarrer. Donc, nous sommes sur la dernière ligne droite et dans les semaines, mois à venir, nous allons effectivement démarrer. Donc, étant donné que ça a commencé déjà, c'est pas qu'on a commencé pour les structures de santé sont déjà aguerris par rapport à ça. Donc, il reste juste à déclencher le mécanisme pour que les populations puissent effectivement adhérer, disposer de leur carte et aller aux soins en utilisant cette carte. Et puisque nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de ces échanges, Monsieur le ministre, quelles sont aujourd'hui les perspectives? On ne pourra pas tous ou toutes les citer, mais les perspectives en termes à court terme. À court terme, vous avez vu, il y a tout un chantier qui est là, aussi bien en termes de disponibilité des soins, d'infrastructures, de ressources humaines. Et cette dynamique permet justement aujourd'hui de s'assurer que le Béninois, le citoyen lambda, quel que soit l'endroit du territoire où il se trouve, bénéficie de soins de qualité. Nous avons également le niveau de prise en charge le plus élevé à travers le centre hospitalier international de Calavi qui permet d'adresser la question des affections graves. C'est vous dire qu'aujourd'hui, notre système de santé se porte mieux, beaucoup mieux que par le passé. Et on va aller encore plus loin, puisque, comme vous avez vu, avec les perspectives que j'ai à développer par rapport à certaines thématiques, il y a encore des choses qui sont en cours et qui vont permettre encore d'améliorer ce qui existe aujourd'hui. Nous avons dernièrement mis en place un dispositif pour assurer la sécurité des patients
avec l'autorité de régulation du secteur de la santé. C'est fondamental. Ça permettra demain que lorsque vous tombez malade et que vous allez dans un hôpital, vous puissiez être sûr que vous allez avoir des soins qui ne soient pas préjudiciables à votre santé, qui vous permettent d'entrer et de sortir vraiment avec une satisfaction totale, l'assurance d'être guéri, d'avoir reçu des soins adaptés et surtout donnés par le personnel indiqué. Donc voilà un peu vraiment ce qui est en train de se profiler à l'horizon pour le secteur de la santé. C'est déjà pas mal, mais ça va être encore mieux demain. Alors, le secteur de la santé, à l'heure du bilan, 8 ans après, c'était donc, mesdames et messieurs, l'essentiel des actions menées par le gouvernement au profit de la santé des Béninois depuis 2016. Avec le ministre de la Santé, nous avons fait le tour des grandes réformes dans son département. Nous avons analysé les impacts et projeté les perspectives. Professeur Benjamin Moupati, merci de vous être prêté à cet exercice. Merci, Madame. Merci également à vous, chers confrères Christian Gadjo, pour les échanges. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne soirée.